En 1974, dans les ateliers de l'usine de Romorantin, un silence brutal tomba sur les bancs d'essai. Le projet U8 venait d'être annulé. Matra, le constructeur français qui avait conquis le Mans avec ses moteurs V12 hurlants, essayait d'accoupler deux blocs 4 cylindres Simca pour propulser ses futures sportives. Mais la crise pétrolière frappa. Le verdict industriel fut immédiat. Les ingénieurs durent renoncer. Les mécaniciens comprirent que ces carrosseries en fibre de verre, inspirées de l'aéronautique, allaient devoir se contenter du moteur Poissy, un modeste bloc en fonte, lourd et bruyant, conçu pour des berlines familiales ordinaires. Le paradoxe était cruel. 10 ans plus tôt, une Matra promettait la vitesse pure. Désormais, les voitures au design le plus avant-gardiste de France allaient devoir survivre avec les cœurs mécaniques les plus modestes de leur époque. Mais la véritable histoire de Matra Simca n'est pas seulement l'histoire d'un moteur U8 qui n'a jamais existé. C'est l'histoire d'un mariage industriel impossible, où l'ambition aéronautique a dû apprendre à avancer avec les pièces d'un empire automobile en plein doute. Chaque semaine, nous racontons les histoires des moteurs français, des usines, des ateliers et des alliances industrielles qui ont redéfini la mécanique du pays et ce qui s'est passé lorsque le marché a changé. Abonnez-vous si cette histoire compte pour vous. L'histoire ne commence pas avec la nostalgie, mais avec un lieu précis, à Romorantin, en 1969. Au début des années 70, la France possédait une idée très précise de la vitesse. Et cette idée portait un nom, Matra. Sur les circuits européens et dans la longue ligne droite des Uno d'Hyères au Mans, les prototypes bleus de Matra Sport hurlaient avec leur moteur V12. Pour les passionnés, les ingénieurs et le public, l'entreprise installée à Romorantin, dans le Loir-et-Cher, représentait l'avant-garde absolue. Matra n'était pas un constructeur automobile traditionnel, né de la révolution industrielle du siècle précédent. C'était un conglomérat lié à l'aéronautique, aux missiles et à la technologie de pointe de l'État français. Leurs usines s'enterraient la résine, les composites et l'ambition nationale. Mais la gloire acquise sur les pistes ne suffit pas à faire tourner une usine à long terme, ni à payer les salaires des ouvriers. Pour survivre économiquement, Matra devait vendre des voitures de route, et c'est là que le problème structurel de l'ingénierie d'élite française est apparu. Matra savait concevoir des châssis innovants. Leurs techniciens maîtrisaient le formage de la fibre de verre, créant des carrosseries légères qui ne rouillaient jamais. Mais pour qu'une voiture de sport soit viable sur le marché grand public, il ne suffit pas d'avoir une ligne futuriste. Il faut un écosystème, il faut un réseau, il faut des concessionnaires dans chaque préfecture, des ateliers capables d'effectuer les révisions régulières, un approvisionnement en pièces détachées qui ne demande pas des semaines d'attente, et surtout, un moteur de grande série, fiable et dont les coûts de garantie ne ruineront pas le constructeur. Matra avait déjà tenté l'aventure en solitaire avec le modèle 530. C'était une machine brillante, équipée d'un moteur Ford V4 en position centrale. Mais malgré ses qualités, les vendeurs stagnaient. Le réseau d'assistance de Matra était tout simplement trop restreint. Les conducteurs hésitaient à acheter une voiture qu'ils ne pouvaient pas faire entretenir facilement dans un garage de province. Il fallait un partenaire de grande envergure. Il fallait une force de frappe commerciale capable de toucher chaque coin de la France. À quelques centaines de kilomètres de là, en région parisienne, se trouvait l'exact opposé de Matra, Simca, alors intégré dans le tentaculaire empire américain Chrysler Europe. Simca possédait la gigantesque usine de Poissy. Elle frappait des tôles d'acier par milliers, usinait des blocs en fonte et produisait des centaines de milliers de voitures familiales, utilitaires et populaires. Plus important encore, la marque au nom orné d'une hirondelle disposait de l'un des réseaux de garages les plus denses de tout le territoire français. Partout, de la banlieue parisienne aux villages agricoles, il y avait un panneau Simca. Cependant, Simca souffrait d'un grave problème d'image. Ses voitures étaient assez robustes, pratiques et économiques, mais profondément sages. La berline Simca 1100 transportait des familles entières avec leurs bagages sur la route nationale 7 pour les grandes vacances, mais elle ne faisait rêver aucun jeune conducteur. Chrysler France avait désespérément besoin de prestige, de modernité et d'une touche de cette magie sportive que Matra possédait en abondance. L'accord de coopération fut signé en décembre 1969. Sur le papier, la logique comptable était imparable. Matra concevrait et assemblerait les véhicules dans son usine de Romorantin,
apportant son génie aéronautique, ses méthodes d'assemblage en composite et son audace visuelle. Simca, de son côté, fournirait les organes mécaniques complets, les boîtes de vitesse, les suspensions, les freins et surtout la motorisation, tout en assurant la vente et l'entretien à travers son immense réseau d'agences. C'était la naissance officielle du badge Matra-Simca. Mais cette alliance industrielle posait immédiatement une question mécanique troublante, un paradoxe qui allait définir toute une époque. Que se passe-t-il lorsque l'on croise la philosophie d'un prototype du Mans avec le cœur d'une berline populaire? La réponse se trouvait dans une architecture que la France mécanique connaissait par cœur, le célèbre moteur Poissy. Le moteur Poissy, un bloc moteur en fonte très classique, équipé d'un arbre à came latérale et de soupapes en tête commandées par des tiges et des culbuteurs, n'avait absolument rien d'un pur sang de course. C'était une machine industrielle conçue pour l'endurance quotidienne. Il avait été pensé pour résister aux pires traitements, les démarrages à froid dans les matins d'hiver glacial, l'huile bon marché, les embouteillages parisiens qui faisaient bouillir les radiateurs et les longs trajets à pleine charge sur des routes de campagne mal goudronnées. Dans les ateliers, les mécaniciens de la marque l'adoraient. C'était un moteur qu'un apprenti pouvait démonter et remonter sans outillage spécialisé. Les catalogues de pièces regorgeaient de ces composants de rechange à des prix dérisoires. Les manuels d'atelier tachés d'huile expliquaient comment régler le jeu de ces culbuteurs en quelques minutes. C'était un moteur dont le cliquetis métallique distinctif rythmait la vie des banlieues ouvrières et des cours de ferme. Le moteur Poissy n'était pas léger. Il détestait les très hauts régimes. Ses montées en puissance étaient rugueuses et laborieuses. Mais il était presque indestructible. Et c'était exactement ce bloc en fonte, brut et rustique, que Simca allait expédier par camion entier vers les lignes de montage de Romorantin pour propulser les futurs rêves de fibres de verre. Le contraste physique sur les chaînes de fabrication était saisissant. D'un côté, les ingénieurs et techniciens de Matra, habitués au calcul de résistance aéronautique, au moulage de résine et à la légèreté des plastiques. De l'autre, des palettes entières de lourds blocs moteurs sombres, équipés de simples carburateurs de grande série et accouplés à des boîtes de vitesse à 4 rapports arrachés directement à la ligne de production de la Simca 1100 ou de la toute nouvelle génération de berline. C'était le choc frontal de deux France industrielles. L'aéronautique d'État et le rêve sportif rencontraient la mécanique prolétaire de la grande distribution. Pour les ouvriers de l'usine de Romorantin, le défi n'était plus de construire la machine la plus puissante pour vaincre Ferrari ou Porsche, mais d'emballer un moteur de tous les jours dans une carrosserie qui devait donner au conducteur l'illusion de la vitesse absolue. Cette méthode de conception changeait toute l'approche de l'ingénierie. Les concepteurs de Matra durent de composer avec les contraintes d'une mécanique qui n'avait jamais été pensée pour l'exotisme ou la sportivité. Le moteur devait souvent être incliné, forçant les techniciens à ruser avec les systèmes de refroidissement, le passage des câbles et l'accessibilité dans des compartiments restreints. Dans le bureau d'études, on ne cherchait plus à ajouter de la puissance brute. On savait que le bloc Poissy ne le permettrait pas sans perdre sa fiabilité. On se concentrait plutôt sur la réduction du poids, l'optimisation de l'aérodynamique et la perfection du comportement routier pour compenser les limites évidentes de la motorisation. Les observateurs de l'industrie automobile et la presse spécialisée restaient sceptiques. Comment vendre une voiture à l'allure de vaisseau spatial dont le son au démarrage rappelait immédiatement la camionnette du boulanger ou la modeste berline du voisin? Comment convaincre un marché français naissant, friand de sensations fortes, que l'avenir de la voiture plaisir se cachait sous l'assemblage hétéroclite de pièces détachées de grande distribution? Le mariage sur le papier semblait être un compromis dangereux, jusqu'à ce que la première machine sorte de la chaîne de montage. En 1973, la France mécanique vivait une époque de contraste absolu. Sur le mythique circuit de la Sarthe, l'écurie Matra Sports venait de remporter une victoire écrasante aux 24 heures du Mans, faisant hurler un moteur V12 sophistiqué et surpuissant qui symbolisait la fierté technologique nationale. Mais au même moment, loin des projecteurs de la course, le véritable test industriel de l'alliance Matra-Simca se déroulait dans le secret des bureaux d'études et sur les chaînes de montage de l'usine de Romorantin. La réponse à l'équation impossible posée par cette alliance hybride fut dévoilée sous le nom de Matra-Simca Bagheera. La Bagheera n'était pas une voiture comme les autres.
Visuellement, c'était un choc, un objet qui semblait avoir atterri depuis une autre dimension. Elle arborait une ligne effilée, des phares escamotables, un pare-brise immense et une carrosserie entièrement moulée en composite de polyester et de fibres de verre. Surtout, elle proposait une architecture intérieure inédite. 3 places assises de front, permettant au conducteur et à 2 passagers de voyager côte à côte, le tout pour maximiser l'espace dans un châssis extrêmement compact. Le cœur de ce vaisseau spatial, cependant, était le très pragmatique bloc en fonte Simca issu de la berline 1100 Ti. Mais pour lui donner ses lettres de noblesse sportive, Matra avait imposé une contrainte d'ingénierie majeure. Le moteur ne serait pas placé à l'avant, comme sur une voiture familiale ordinaire. Le défi était d'intégrer un moteur central, une architecture où le groupe motopropulseur est placé juste derrière les sièges des passagers, mais devant l'essieu arrière, offrant une répartition des masses optimale et une agilité exceptionnelle, typique des prototypes de course. Sur le papier, c'était la promesse d'une tenue de route parfaite. Mais dans la réalité du marché français, cette théorie sportive se heurtait violemment à la réalité de la maintenance quotidienne. Dans un garage de province sous l'enseigne Simca, l'arrivée d'une Bagheera pour sa première révision était souvent perçue avec une certaine appréhension. Pour le mécanicien en bleu de travail, habitué à ouvrir le grand capot avant d'une paisible Simca 1100, pour y trouver un accès total et aisé aux bougies et à la courroie, la Bagheera représentait un véritable casse-tête physique. Le lourd bloc en fonte Poissy de 1294 cm3 était désormais enfermé dans un compartiment exigu, encastré sous une lourde vitre arrière. Pour régler l'allumage ou remplacer un simple filtre, l'ouvrier devait souvent se contorsionner, travaillant presque à l'aveugle dans un habitacle où l'odeur chimique de la fibre de verre chaude se mélangeait inexorablement aux vapeurs d'huile. L'architecture de rêve de l'ingénieur aéronautique devenait le cauchemar d'accessibilité du garagiste. De plus, pour pallier le manque évident de puissance brute de ce petit bloc prolétaire, qui ne développait initialement que 89 chevaux, les ingénieurs de Matra avaient utilisé une astuce sonore et mécanique bien connue des préparateurs de l'époque, l'adoption d'une carburation agressive. Ils équipèrent le moteur Poissy de 2 carburateurs double corps. Un carburateur double corps, un système mécanique complexe doté de 2 conduits distincts qui gavent le moteur en air et en essence de manière asymétrique pour augmenter artificiellement la nervosité à haut régime, n'allait pas magiquement transformer la lourde fonte en alliage de Formule 1, mais il allait radicalement changer sa voix. En installant ces imposants carburateurs Weber verticaux juste au-dessus de la culasse, le résultat acoustique fut une illusion magistrale. Au démarrage, le cliquetis utilitaire et monotone typique des moteurs Simca était soudainement couvert par un aboiement rauque. C'était une aspiration bruyante, caverneuse et agressive, qui résonnait à quelques centimètres seulement derrière la nuque du conducteur. Dans les rues encombrées de Paris ou sur les routes sinueuses des Alpes, la Bagheera sonnait comme une véritable machine d'endurance. Le conducteur recevait l'impression auditive et physique de piloter un prototype du Mans, même si l'aiguille du compteur de vitesse et le chronomètre racontaient une toute autre histoire. Et c'est précisément ce paradoxe, cette formidable illusion mécanique, qui créa un immense succès commercial. La Bagheera n'était absolument pas une voiture rapide. Elle peinait à atteindre les 180 mph en vitesse de pointe. Mais elle offrait à la classe moyenne française quelque chose de totalement inédit sur le marché. L'exotisme visuel et sonore d'une supercar italienne, associé au coût d'entretien dérisoire d'une compacte de supermarché. Dans le vaste réseau de concessionnaires Simca à travers la France, la Bagheera eut l'effet d'un électrochoc. Pendant des années, les vendeurs avaient aligné sur leur parking des berlines familiales sérieuses, fiables mais dramatiquement ennuyeuses. Soudain, ils avaient dans leur vitrine une voiture de sport basse et profilée qui attirait les foules. Les badauds venaient l'admirer le samedi après-midi. Le véritable coup de génie commercial de l'Alliance résidait dans l'argument de vente finale sur le bureau du concessionnaire. Derrière ce design de science-fiction, les pièces de rechange ne coûtaient rien. Un filtre à huile, un jeu de plaquettes de frein, une pompe à eau ou un joint de culasse, tout provenait du catalogue de pièces standards de Simca. Si le moteur venait à rendre l'âme, n'importe quel petit atelier du réseau pouvait en commander un nouveau pour une fraction du prix d'une réparation chez Porsche ou Alpine. La percée fut fulgurante.
Dès 1974, alors que la France et le monde entier étaient frappés de plein fouet par le premier choc pétrolier qui décimait les ventes de grosses cylindrées gourmandes, la Bagheera s'arrachait. Elle s'écoulera finalement à plus de 47 000 exemplaires au cours de sa carrière. À Romorantin, l'usine tournait à plein régime. Les palettes de moteurs Poissy affluaient chaque jour par camions entiers depuis la région parisienne, prêtes à être avalées par les coques en résine colorée. Le mariage de la fibre de verre high-tech et de la vieille fonte prolétaire fonctionnait au-delà de toutes les espérances. Matra avait prouvé qu'une intelligence industrielle, combinée à un grand réseau de distribution, pouvait transformer un bloc moteur parfaitement ordinaire en un véritable phénomène sportif et populaire. L'emblème Matra Simca n'était plus perçu comme une contradiction. Il devenait un modèle économique redoutablement efficace, parfaitement adapté à une époque où le carburant devenait cher, mais où le désir de vitesse restait intact. Le bloc de fonte de Poissy avait trouvé une nouvelle vie sous la fibre de verre, mais Matra allait bientôt demander à ce petit moteur d'accomplir une tâche encore plus étrange. En 1977, l'usine de Romorantin tournait à un rythme que l'ancienne division sportive de Matra n'aurait jamais pu imaginer. La Bagheera avait prouvé que l'assemblage d'une carrosserie audacieuse et d'un moteur modeste n'était pas une erreur stratégique, mais un modèle économique redoutable. Cependant, l'industrie automobile française entrait dans une période de mutation profonde. Les conséquences du choc pétrolier s'installaient durablement. La vitesse pure devenait politiquement incorrecte et financièrement punitive. Le marché réclamait une nouvelle forme de liberté, une évasion qui ne dépendait pas du chronomètre. C'est dans ce climat que l'alliance Matra-Simca présenta une machine encore plus improbable, un véhicule qui allait redéfinir la notion même d'aventure sur les routes françaises, le Matra-Simca Rancho. Aujourd'hui, le Rancho est souvent considéré comme le grand-père spirituel des crossovers modernes. Mais à l'époque de son lancement, c'était un ovni industriel. Visuellement, le Rancho ressemblait à un véhicule de raid africain. Il arborait de massifs pare-buffles en plastique noir, des projecteurs longue portée, de larges protections latérales et une cellule arrière surélevée, abondamment vitrée, construite selon la méthode traditionnelle de Matra. Une structure en acier habillée de panneaux en fibre de verre et polyester. Il avait l'allure d'une machine prête à traverser le Sahara. Mais sous cette armure de baroudeur, la réalité mécanique était d'une banalité désarmante. Le Rancho n'avait pas de transmission intégrale. Ce n'était pas un véritable 4x4. Il reposait tout simplement sur le châssis renforcé d'un petit utilitaire de livraison, la Simca 1100 VF2. Et sous le capot, on retrouvait l'inévitable bloc en fonte de Poissy, cette fois porté à une cylindrée, le volume total déplacé par les pistons dans les cylindres, de 1442 cm3, un cœur mécanique emprunté directement à la berline familiale Simca 1308 GT. Ce moteur développait 80 chevaux. Il devait tracter une carrosserie haute, lourde, et dont l'aérodynamique rappelait celle d'une armoire normande. Pourtant, sur les chaînes de montage, les ouvriers comprenaient la magie de cette équation. En utilisant des banques d'organes existantes, Matra avait drastiquement réduit les coûts de développement. Le Rancho offrait le rêve de l'aventure, mais à la pompe et au garage, il coûtait le prix d'une simple Simca. Dans les ateliers et concessions du vaste réseau Chrysler France, l'accueil fut d'abord teinté d'incompréhension, puis d'un immense enthousiasme commercial. Un mécanicien de province n'avait besoin d'aucune formation supplémentaire pour entretenir ce faux 4x4. Le carburateur double corps, l'allumage, la boîte de vitesse à 4 rapports, tout était strictement identique à la berline qui dormait dans le garage du voisin. Les catalogues de pièces de rechange restèrent les mêmes. Dans une France où un moteur pouvait décider du caractère d'une Renault de course, de la liberté d'une 2CV, de la vitesse d'une Peugeot au Mans, de la puissance d'un hélicoptère ou de la fierté d'une usine, la puissance n'était pas une abstraction. Elle était métal, carburant, travail, chaleur, bruit, entretien, risque, état, industrie et confiance. Et avec le Rancho, cette confiance reposait sur la certitude que, même coincé sur un chemin de terre boueux en pleine Sologne, le vieux moteur Poissy redémarrerait toujours. Le succès fut instantané. Matra avait initialement prévu de produire environ 20 000 exemplaires.
La demande fut si forte que l'usine dut revoir toute sa logistique pour finalement en assembler près de 57 000. Sur les routes de campagne, devant les écoles et sur les parkings des stations balnéaires, le Rancho devint le symbole d'une époque. L'alliance Matra-Simca avait atteint son apogée. L'usine n'avait jamais été aussi vitale. La machine tournait. Mais le prochain adversaire n'était pas sur la route. Il attendait dans les bilans financiers d'un empire en plein effondrement. Vers la fin des années 70, l'écusson Matra-Simca n'était plus une curiosité régionale ou un pari risqué. C'était un empire industriel à part entière. À Romorantin, l'usine avait atteint une cadence de production vertigineuse. Les ateliers de moulage, où l'on fabriquait à la main et à la machine les pièces en composite polyester fibre de verre, fonctionnaient à plein régime. Mais le véritable spectacle de cette gloire industrielle, la preuve physique de cette alliance, se jouait tous les matins sur les quais de déchargement du Loir-et-Cher. Chaque semaine, des norias de camions en provenance directe de l'immense usine Simca de Poissy reculaient sur les quais de Matra. Ils déchargeaient des centaines de blocs moteurs en fonte, noircis et bruts, des boîtes de vitesse manuelles à 4 rapports, des trains avant complets, des systèmes de freinage et des kilomètres de faisceaux électriques. C'était une chaîne d'approvisionnement massive. La France aéronautique de Matra n'avait pas seulement emprunté quelques pièces, elle avait littéralement absorbé la France mécanique de Simca pour lui donner une nouvelle peau. L'échelle du succès se mesurait aussi dans la diversité frappante de la clientèle, rendue possible par cette standardisation cachée. La Bagheera, avec son moteur central, avait réussi à séduire une bourgeoisie urbaine à la recherche de distinction. L'apogée culturel de ce positionnement fut le lancement de la Bagheera Courrèges, une édition spéciale entièrement blanche, de la carrosserie jusqu'au siège en simili-cuir, conçue en collaboration avec le célèbre couturier français. Sous ce vêtement de haute couture automobile, on trouvait pourtant toujours le rugueux 4 cylindres, en ligne, de la Simca 1308. Ces 1442 cm3 n'avaient rien d'élégant, mais le contraste était total, et le marché français adorait cette illusion. Pendant ce temps, le Rancho dominait les campagnes, les forêts et les parkings des stations balnéaires. Il avait inventé l'idée qu'un véhicule utilitaire pouvait être un objet de loisir familial. Au total, la production combinée des modèles Matra-Simca allait dépasser les 100 000 exemplaires, un chiffre monumental pour un constructeur spécialisé travaillant la fibre de verre. Dans un garage Simca typique de l'époque, avec son enseigne Chrysler lumineuse, en forme d'étoile, et son sol d'atelier marqué par l'huile. Le hall d'exposition offrait un condensé de cette époque dorée. D'un côté, le vendeur présentait les sages berlines Simca 1307 et 1308, élues voitures de l'année, pragmatiques et rassurantes. De l'autre, il exhibait la Bagheera rasante et le Rancho haut sur pattes. Et derrière la vitrine, dans la zone d'entretien, le chef d'atelier souriait. Il savait pertinemment que sous des apparences si radicalement opposées, ces mécaniciens allaient appliquer exactement les mêmes protocoles. C'est là que résidait le génie absolu du système. En partageant un même cœur industriel, le réseau de concessionnaires s'enrichissait sans augmenter ses coûts de formation ou d'outillage. Un apprenti garagiste pouvait régler le jeu aux soupapes d'un Rancho avec la même clé de 10 mm et la même cale d'épaisseur qu'il utilisait pour la voiture du facteur. Si un moteur Poissy rendait l'âme après des années d'abus, le comptoir des pièces détachées Chrysler France pouvait livrer un bloc de remplacement en quelques jours pour un tarif bien inférieur à celui de la moindre réparation sur un moteur d'importation allemande ou italienne. La fiabilité paysanne et le faible coût d'entretien de la mécanique Simca avaient totalement désamorcé la peur d'acheter un véhicule à l'apparence si complexe. Au fait de cette gloire, en 1978, la collaboration semblait indestructible. L'usine de Romorantin était l'une des plus rentables de l'Hexagone, employant des milliers de travailleurs fiers de leur statut, à part dans l'industrie. La synergie entre l'intelligence d'ingénierie légère et la production de masse de moteurs en fonte lourde était citée comme un cas d'école. L'idée française d'hybrider l'artisanat de pointe et la grande série avait gagné. La machine tournait à la perfection. Le miracle industriel fonctionnait et les chaînes de montage ne s'arrêtaient jamais. Mais le prochain adversaire n'était pas sur la route, ni dans l'usure des cylindres. Il attendait dans les bilans financiers d'un empire en plein effondrement.
La première fissure dans cet empire hybride ne vint pas d'une défaillance mécanique. Elle n'apparut ni sur les pistes d'essai de Romorantin, ni dans les cylindres du vieux moteur Poissy. Elle apparut un matin de l'été 1979 dans les ateliers et les halls d'exposition du réseau Chrysler France. Ce jour-là, les mécaniciens et les concessionnaires reçurent une instruction étrange. Ils devaient retirer les logos Simca et les étoiles à 5 branches de Chrysler des façades, des volants et des carrosseries, pour les remplacer par un T stylisé. Le nom Simca devait être effacé. Le badge devenait Talbot. Le moteur fonctionnait encore. Les carrosseries en fibre de verre de Matra étaient toujours assemblées avec le même soin. Mais le système autour de cette mécanique commençait déjà à céder sous le poids de forces bien plus vastes qu'un simple arbre à cames. Pour comprendre cet effondrement, il faut observer l'une des forces les plus brutales du marché, les fusions, les acquisitions et la dilution des marques. À la fin des années 70, l'empire américain Chrysler était au bord de la banqueroute. Pour sauver sa maison mère à Détroit, la direction décida de liquider l'intégralité de sa filiale européenne. En août 1978, le géant français PSA, Peugeot Citroën, racheta Chrysler Europe pour $1 symbolique, en reprenant l'immense dette accumulée. Du jour au lendemain, l'usine de Romorantin se retrouva orpheline de son partenaire historique. Simca n'existait plus légalement. Le géant PSA, craignant que le nom Simca ne fasse de l'ombre à Peugeot, décida d'exhumer une marque disparue depuis les années 50 pour rebaptiser l'ensemble de la gamme Talbot. L'alliance Matra-Simca fut brusquement renommée Talbot-Matra. Dans les garages de province, cette décision technocratique provoqua une immense confusion. Les clients ne comprenaient pas ce qu'était Talbot. Les vendeurs devaient expliquer qu'une Talbot Matra Bagheera était exactement la même voiture qu'une Matra Simca Bagheera, avec les mêmes pièces, le même filtre à huile et le même bloc en fonte. L'identité mécanique s'effritait. La confiance d'un utilisateur de voiture ne repose pas seulement sur la fiabilité de l'alliage. Elle repose sur la lisibilité du réseau d'assistance. Soudain, ce réseau perdait son nom. Pourtant, au milieu de cette tempête de restructuration, Matra tenta de sauver son modèle industriel en lançant en 1980 la voiture qui devait remplacer la Bagheera, la Talbot Matra Murena. La Murena était, sur le plan de l'ingénierie des matériaux, un chef-d'œuvre. Matra avait conservé l'idée géniale des 3 places de front et du moteur central, mais avait résolu le plus grand fléau de l'automobile des années 70, la rouille. La Murena fut la première voiture de série au monde à utiliser un châssis entièrement galvanisé, un procédé industriel où la structure en acier est plongée dans un bain de zinc en fusion à 460 degrés, créant une barrière chimique indestructible contre la corrosion. Dans une France où les voitures populaires étaient souvent dévorées par le sel des routes en quelques hivers, c'était une révolution. La Murena était littéralement conçue pour durer éternellement. Mais sous cette armure immortelle et cette carrosserie aérodynamique d'une pureté absolue, le problème originel de l'hybridation revenait hanter l'usine. Il fallait des moteurs pour propulser cette machine. Et Matra, désormais sous la tutelle froide de PSA, n'avait accès qu'à ce que le groupe voulait bien lui céder. Pour la version de base, Matra dut se contenter d'une évolution ultime du moteur Poissy, porté à 1,6 litres et développant 92 chevaux. Il était vaillant, mais sa conception des années 60 commençait à trahir son âge face à l'arrivée imminente des moteurs à injection électronique. Pour la version haut de gamme, le contraste fut encore plus violent. Faute d'un véritable V6 ou d'un moteur sportif dédié, on lui greffa le moteur Chrysler 2.2 litres. Ce bloc à 4 cylindres en fonte et culasse en aluminium n'avait rien d'un moteur de course. Il avait été conçu pour motoriser les grandes berlines américaines et la future Talbot Tagora. Il était lourd, rugueux, tournait lentement et offrait un couple de tracteur plutôt que la nervosité exigée par une sportive à moteur central. Dans l'habitacle de la Murena, la contradiction devenait physique. Le pilote s'installait dans un cockpit futuriste, protégé par un châssis immortel. Mais lorsqu'il tournait la clé, la sonorité sourde et agricole du 2.2 litres lui rappelait immédiatement qu'il conduisait une mécanique de compromis. Le bloc pouvait enchaîner des centaines de milliers de kilomètres sans faillir, mais il ne faisait pas rêver. La machine était brillante, mais le monde autour d'elle devenait hostile. L'intégration dans le réseau PSA se passait mal.
Dans les concessions Peugeot, les vendeurs préféraient écouler leur propre modèle plutôt que de s'embarrasser à expliquer les vertus d'une étrange voiture à 3 places héritée d'un rachat d'entreprise. Les pièces spécifiques de Matra devenaient plus difficiles à intégrer dans le nouveau système informatique centralisé du groupe. La mécanique était prête. La voiture était peut-être la meilleure jamais construite par Romorantin. Mais l'usine n'avait pas encore réalisé que son nouveau propriétaire ne voulait pas de ce miracle hybride. Au début des années 80, la crise identitaire de l'Alliance se transforma en véritable agonie commerciale. Le réseau de distribution, autrefois la plus grande force du projet, devint son fossoyeur. Dans les vastes concessions qui arboraient désormais les doubles panneaux Peugeot Talbot, la cohabitation était glaciale. Les vendeurs, formés à la culture de Sochaux, n'avaient aucun intérêt financier ni aucune affinité pour défendre la gamme Talbot, et encore moins les étranges créations en fibre de verre de Romorantin. Lorsqu'un client franchissait les portes d'un garage de province, le vendeur préférait naturellement orienter la vente vers une Peugeot 305 ou une 505, des véhicules 100% maison dont les marges et les primes étaient garanties. La Murena, avec son moteur central et ses 3 places, ou le Rancho, qui commençait sérieusement à accuser le poids de son antique châssis de Simca 1100, étaient relégués au fond des halls d'exposition. Ils devenaient des orphelins industriels, tolérés mais jamais soutenus par leur propre réseau d'assistance. Le coup de grâce mécanique vint des choix imposés par PSA pour limiter les coûts. Alors que Matra suppliait pour obtenir des motorisations plus nobles, capables de rivaliser avec l'injection des nouvelles Volkswagen Golf GTI ou des Porsche 924, le groupe refusa tout investissement. Pour tenter de sauver la Murena, Matra développa en urgence le kit Préparation 142 qui poussait le lourd bloc Chrysler de 2,2 litres à 142 chevaux grâce à l'ajout d'arbres, à cam retravaillé et de 2 carburateurs double corps. Mais cette modification, bien que performante, devait être installée en concession après l'achat. C'était un bricolage administratif et technique qui effrayait les clients et compliquait le travail des mécaniciens, anéantissant l'avantage historique de la voiture, sa simplicité d'entretien. Les ventes s'effondrèrent. La Murena, malgré son châssis galvanisé révolutionnaire conçu pour l'éternité, peinait à trouver son public. Les chiffres de production chutèrent de manière alarmante. L'usine de Romorantin, qui avait tourné à plein régime pour la Baguera et le Rancho, voyait ses lignes d'assemblage tourner au ralenti. Le chômage technique menaçait. Pour sauver son usine et ses ouvriers, Matra tenta un ultime coup de poker. L'entreprise avait conçu dans le plus grand secret un prototype révolutionnaire de monospace, le projet P16, un véhicule familial reprenant la philosophie du Rancho, mais poussé à l'extrême. Matra présenta ce projet à la direction de Peugeot. Le calcul était simple. PSA fournirait les moteurs et les trains roulants, et Matra fabriquerait le véhicule à Romorantin. Mais Peugeot, embourbé dans la digestion financière toxique du rachat de Chrysler Europe et concentré sur le lancement vital de sa propre 205, refusa catégoriquement. La direction jugea le projet trop risqué. L'entreprise n'avait pas les moyens de financer une nouvelle chimère en fibre de verre. Matra comprit alors que son alliance avec les restes de Simca, désormais sous le contrôle de PSA, était une voie sans issue. L'usine allait mourir si elle restait fidèle à ce mariage. En 1982, Matra prit une décision qui allait bouleverser l'histoire automobile française. Elle quitta PSA et alla frapper à la porte du grand rival, la Régie nationale des usines Renault. Renault, dirigé par Bernard Hanon, fut séduit par le projet de monospace et accepta de le financer. Ce véhicule deviendrait le légendaire Renault Espace. Mais cet accord de survie comportait une clause de rupture absolue et brutale. Renault exigea l'exclusivité de l'usine de Romorantin et refusa catégoriquement qu'une seule pièce de l'ancien rival PSA ne subsiste sur les chaînes de montage. L'Espace utiliserait des moteurs Renault, des boîtes de vitesse Renault et le réseau de concessionnaires Renault. La sentence tomba en 1983. PSA et Matra rompirent officiellement leur contrat. La production de la Murena fut stoppée net après seulement 1680 exemplaires fabriqués. Peu de temps après, le Rancho tira sa révérence. Sur les quais de déchargement du Loir-et-Cher, une ère industrielle s'acheva dans un silence de tôle froide. Les balayeurs de l'usine nettoyèrent les zones de stockage. Les mécaniciens vidèrent les rayonnages des pièces
estampillé Simca ou Chrysler. Le lourd outillage conçu pour accueillir le moteur Poissy fut démonté. L'immense mariage entre l'aéronautique de pointe et la fonte prolétaire était terminé, sacrifié sur l'autel des fusions, des rachats et de la rationalisation d'entreprises. La chaîne s'arrêta. Les camions de Poissy ne vinrent plus. Les vieux blocs en fonte disparurent. L'usine de Romorantin changea d'allié. Le badge Talbot mourut. Le moteur pouvait encore tourner. L'empire hybride qui l'avait rendu magique n'existait plus. L'écusson Talbot-Matra ne survécut pas à la décennie. L'agonie de la marque Talbot, orchestrée par les calculs financiers et le manque de volonté stratégique de Peugeot, s'acheva officiellement en 1986. Le nom Simca avait déjà été méthodiquement effacé des mémoires commerciales. Le réseau de concessionnaires, autrefois si dense, si puissant et qui pénétrait jusqu'aux plus petits villages agricoles de France, fut définitivement démantelé ou absorbé sous la bannière unique du Lion de Sochaux. Matra, de son côté, connut une renaissance spectaculaire en s'alliant avec Renault pour produire l'espace, prouvant au monde entier que son concept de véhicule familial innovant était visionnaire. Mais l'étrange hybridation mécanique qui avait défini les années 70 était bel et bien morte. L'usine de Romorantin, qui avait frôlé la disparition avant ce sauvetage par Renault, continua de produire des véhicules en fibre de verre pendant 2 décennies supplémentaires. Mais au début des années 2000, après l'échec commercial retentissant du modèle Avantime, le site industriel emblématique du Loir-et-Cher ferma définitivement ses portes en 2003. Les immenses chaînes de montage s'arrêtèrent pour toujours. Les milliers d'ouvriers qui avaient autrefois marié la fonte lourde de Poissy à la résine aéronautique durent ranger leurs outils et quitter les lieux. Pourtant, l'histoire mécanique ne s'arrête jamais vraiment à la fermeture d'une ligne de production ou à la dissolution d'un contrat d'entreprise. Aujourd'hui, dans le monde de la préservation automobile en France, l'héritage de l'alliance Matra-Simca occupe une place absolument unique. Les passionnés qui maintiennent ces machines en état de rouler ne sont pas des collectionneurs ordinaires. Restaurer une Bagheera, un Rancho ou une Murena exige une double compétence paradoxale qui reflète exactement l'histoire de leur conception. Dans les clubs historiques et les ateliers spécialisés, le restaurateur moderne doit être à la fois un expert en plasturgie pour réparer les coques en composite polyester qui ont mal vieilli avec le temps, et un mécanicien rustique de la vieille école capable de régler le jeu aux soupapes cliquetant d'un antique moteur Poissy. Dans les hangars et les rassemblements rétro, il n'est pas rare de voir des propriétaires échanger des astuces complexes sur la soudure ou la réparation des châssis galvanisés, avant de se tourner vers de vieux manuels d'atelier tachés d'huile pour tenter de synchroniser les 2 carburateurs double corps du capricieux bloc Chrysler 2.2 litres. Les pièces spécifiques de l'habillage Matra, jadis si courantes, sont devenues rares, forçant les clubs à refabriquer certains éléments. Mais le paradoxe original de l'Alliance fonctionne encore aujourd'hui, 40 ans plus tard. Si un bloc moteur de Bagheera ou de Rancho vient à céder sous l'effort, les mécaniciens peuvent toujours fouiller dans les casses automobiles ou les vieux stocks pour extraire le cœur d'une simple Simca 1100 ou 308. Le moteur de remplacement ne coûte toujours qu'une fraction du prix d'un moteur de véritable voiture de sport. Cet effort de préservation n'est pas seulement de la nostalgie. Conserver une Matra Simca sur la route aujourd'hui, c'est maintenir en vie une preuve physique de ce que fut l'industrie française à un moment de transition critique. Ces machines prouvent qu'il fut un temps où l'innovation n'exigeait pas nécessairement des budgets colossaux ou la création d'un moteur surpuissant de bout en bout. Elles démontrent l'ingéniosité d'un système industriel capable de prendre la mécanique la plus modeste, la plus lourde et la plus prolétaire de son époque, et de l'emballer dans une architecture si brillante qu'elle permettait à toute une génération de rêver d'évasion. C'est le triomphe historique de l'intelligence d'ingénierie sur la matière brute. Il y a d'ailleurs une ironie finale, une note de bas de page surprenante dans cette aventure mécanique. L'Alliance a été détruite parce que les vieux moteurs Simca semblaient inadaptés au futur. Mais le rugueux moteur Poissy a finalement survécu à la marque qu'il avait conçue et aux voitures futuristes qu'il avait propulsées. Après l'abandon de Talbot, Peugeot, cherchant désespérément à réduire les coûts de développement de sa nouvelle berline compacte, la Peugeot 309, décida de continuer à installer ce vieux bloc en fonte sous les capots de ses modèles d'entrée de gamme jusqu'au début des années 90. Le modeste moteur de la classe ouvrière
a silencieusement enterré les rêves de vaisseaux spatiaux en fibre de verre. Ce qui a disparu avec la fin de Matra Simca, ce n'est pas seulement un badge ou une coopération entre deux usines. C'est une approche audacieuse du produit industriel. L'industrie moderne s'est rationalisée, les plateformes mondiales ont effacé les excentricités, et l'idée même de placer le lourd moteur d'une camionnette au centre d'une sportive à 3 places ne survivrait pas à la première réunion d'un constructeur contemporain. L'Alliance a prouvé que la puissance ne se résume pas au nombre de chevaux sur une fiche technique. Elle se mesure à la capacité de rendre une certaine idée de la liberté accessible. Aujourd'hui, l'ancienne usine de Romorantin abrite le musée Matra, où ces hybrides parfaits reposent sous une lumière froide, figés dans leur splendeur passée. Mais le véritable héritage physique vit ailleurs. Quelque part dans un garage de province protégé par la pénombre, le châssis composite d'une Murena attend son heure. Et juste à côté, posé sur un établi en bois, repose le vieux bloc en fonte Simca. Les ailettes noircies par l'huile, le carter marqué par les années, attendant un coup de clé que la France de l'industrie standardisée n'a plus besoin d'entendre. On se retrouve dans la prochaine vidéo.